Ok, bien. Bien, bonjour à tous et toutes. J'avais prévu de parler en anglais, mais comme la CEWE MOC nous fournit un service de traduction dans le but de favoriser la démocratie linguistique, je vais donc m'exprimer en français en étant sûr et en vous remerciant les interprètes que je serai compris dans d'autres langues. Mon point est donc d'essayer de réfléchir avec vous sur la question de l'usage que l'on peut faire aujourd'hui de la capability approach dans son rapport aux mouvements sociaux. Alors, la question, si vous voulez, je vais la diviser en deux. Première question, quelles sont aujourd'hui les problématiques qui agitent les mouvements sociaux? Quelles sont les tensions qui les traversent, ces mouvements sociaux? Je pense aux mouvements féministes, je pense aux mouvements homosexuels, je pense bien entendu aux mouvements écologiques ou écologistes, environnemental, donc climate change, toute la problématique de l'environnement. Donc il y a des tensions qui traversent ces mouvements sociaux. Deuxième question, est-ce que la capability approach peut être non pas la réponse, comme on vient de le dire, ce n'est pas une théorie qui va apporter réponse à tout, mais est-ce que cela rencontre un certain nombre de problèmes que rencontrent aujourd'hui les mouvements sociaux? Alors, je voudrais distinguer deux défis pour les mouvements sociaux aujourd'hui. Ce qu'on peut appeler les nouveaux mouvements sociaux, mais ils sont plus si nouveaux que ça. On parle toujours des nouveaux mouvements sociaux. Ça fait un peu 30 ans ou 40 ans que les sociologues parlent des nouveaux mouvements sociaux. C'était nouveau par rapport au mouvement ouvrier, en fait. Mais le mouvement ouvrier, c'est quand même une vieille histoire. Même si c'est une histoire inspirante, importante, mais c'est une vieille histoire. Donc, les mouvements sociaux contemporains, disons, plutôt que nouveaux, sont pris dans un défi. J'emprunte cette théorisation à Geoffrey Pleyers, qui est un chercheur de notre centre à Louvain, qui a publié un ouvrage important sur le mouvement alter-mondialiste, alter-globalization, je sais pas le grec. Et Geoffrey tirait comme conclusion d'une longue enquête de terrain dans le mouvement alter-mondialiste que, au fond, la tension centrale, le conflit central, qui parcourt ces nouveaux mouvements sociaux est le suivant. D'un côté, il y a ce qu'il appelait la voie de la subjectivité, the way of subjectivity. La voie de la subjectivité, c'est une nouvelle culture politique. Une culture politique qui s'est fortement détachée de la culture politique issue du mouvement ouvrier et qui vise essentiellement une action pratique au niveau local, qui suppose un engagement des individus, non seulement dans un processus de transformation du monde, mais d'auto-transformation, self-transformation. C'est-à-dire que quand on interroge les militants, au fond, les militants veulent se changer eux-mêmes avant de changer le monde. C'est une nouvelle culture politique par rapport effectivement à ce que pouvaient être les adoptions de rôles qui caractérisaient le mouvement ouvrier, qui supposait l'entrée dans des organisations assez rigides, qui avaient une certaine efficacité, une certaine rationalité, mais qui n'avaient pas cette visée, au fond, d'une action pratique ici, maintenant. Et donc c'est ce que Geoffrey appelle la voie de la subjectivité. Et contre cela apparaît dans le mouvement altermondialiste, comme dans d'autres mouvements sociaux d'ailleurs, une autre tendance qui est la voie de l'expertise. Nous sommes dans un monde compliqué, dans un monde où il faut construire de la connaissance, de l'expertise, il faut construire des théories, notamment pour intervenir aux différents niveaux de pouvoir, spécialement au niveau mondial, où les choses sont très compliquées. Et donc, dans les mouvements sociaux, par exemple, dans le mouvement altermondialiste, on a vu apparaître des experts.
qui très souvent ont une attitude et une logique qui n'est pas du tout celle de la subjectivité du travail au niveau grassroots, au niveau local, et certainement pas une visée éthique de transformation de soi. Il s'agit de produire des connaissances. Et entre la voie de la subjectivité et donc la pratique réelle démocratique, je dirais, et d'autre part les attitudes des experts, apparaît une tension forte dans ces mouvements sociaux qui peut tourner au conflit, mais qui n'est pas toujours un conflit, qui est au fond une tension en tant que telle constitutive. Alors la question c'est est-ce que la capability approach c'est une voie d'expertise? C'est sûr. C'est une forme d'expertise, c'est une forme de framework très expert. Ingrid vient d'en rappeler les linéaments, mais est-ce que cette capability approach nous permettrait quand même de n'être pas trop loin des pratiques démocratiques qui sont développées par ces nouveaux militants des mouvements sociaux? Est-ce qu'il y aurait des qualités intrinsèques en quelque sorte à la capability approach? En fait, le rapport à la théorie des mouvements sociaux a toujours été attesté. Le marxisme fut très important pour le mouvement ouvrier, bien entendu. La déconstruction, le déconstructivisme inspiré de Derrida notamment, ou des postmodernes, fut très important pour les mouvements gays et féministes américains. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons trouver une inspiration, effectivement, dans la capability approach, pas exclusive, mais donc, première question. Deuxième question, deuxième challenge des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, donc je réfère toujours au féminisme, aux gays, aux homosexuels, donc, et à l'écologie, il me semble, portent trois caractéristiques très importantes par-delà les différentes thématiques multiples, évidemment, qu'ils abordent. Première caractéristique, ils insistent tous sur l'individualisation des désirs contre des définitions institutionnalisées de rôle. Il y a c'est ça que je ferais appeler la voie de la subjectivité, il y a une volonté de prendre en compte la subjectivité dans sa dimension créatrice, et du coup d'ailleurs les nouveaux mouvements sociaux peuvent apparaître comme les complices objectifs de certaines formes de néolibéralisme. C'est le problème, puisque le néolibéralisme tente à mettre l'accent lui aussi sur la subjectivité. Donc il y a là un vrai problème politique, y compris pour les nouveaux mouvements sociaux, c'est de se distinguer de certaines formes de néolibéralisme. Ceux qui connaissent un peu la militance, notamment les homosexuels, savent que c'est un problème très très important, parce qu'on peut être un militant homosexuel et être absolument néolibéral pour cette raison-là. Donc la question, si vous voulez, c'est comment est-ce qu'on construit la question, le problème de l'individu. Deuxièmement, les nouveaux mouvements sociaux insistent beaucoup sur la pluralisation des sphères de la vie qui sont considérées comme valables. Il me semble que c'est vraiment au fond un apport essentiel de ces nouveaux mouvements, et c'est le côté où ils sont antiproductivistes ou anticonsuméristes. C'est-à-dire qu'au lieu de s'axer, comme effectivement le mouvement ouvrier, sur l'économique, ils insistent sur le fait qu'une vie réussie ne passe pas nécessairement, passe aussi, mais pas nécessairement par la sphère productive, par la sphère du travail et la sphère de la consommation. Il y a la famille, il y a les associations, il y a une pluralité de finalités légitimes qui sont mises en évidence, et on peut penser que c'est cette pluralité en tant que telle qui va nous sortir, qui pourrait nous sortir des orientations économistes, pas seulement économiques, mais économistes, au sens où on met l'accent sur l'économie des sociétés contemporaines.
l'obsession de la croissance, l'obsession de l'emploi, l'obsession du travail, du job. Pourquoi faudrait-il que les politiques publiques soient entièrement centrées sur le développement du marché du travail? Donc il y a là autour de ça une question qui est sans cesse portée par les mouvements sociaux. Troisièmement, il y a dans les nouveaux mouvements sociaux, alors ça on pouvait le montrer à travers des ethnographies des nouveaux mouvements style Occupy Wall Street ou Indignados en Espagne, les indignés. Il y a une emphase très très remarquable qui est mise sur la démocratie, sur la participation démocratique, sur la délibération, sur l'égalité de pouvoir. Si ceux qui ont été place Flagey à Bruxelles au moment du mouvement des indignés étaient frappés de l'espèce de démocratie joyeusement anarchique, mais qui tentait de s'auto-organiser sur une base démocratique d'égalité très radicale. Il y a un néo-radicalisme, on pourrait dire, dans la perception de la démocratie, de l'exigence démocratique, qui d'ailleurs fait que ces nouveaux mouvements sociaux se détournent de l'État, se méfient de l'État, cherchent à faire une politique non étatiste, et ils cherchent également à trouver des voies d'auto-organisation libre, self-organisation. Alors, je pense qu'il y a un danger, tout le monde s'en aperçoit, c'est de devenir une powerless démocratie, une démocratie sans pouvoir. À partir du moment où vous affirmez sans cesse l'Assemblée générale permanente, de tous égaux, que vous dites qu'il ne peut pas y avoir de leader qui représente le mouvement, à ce moment-là, les capacités d'intervention dans la vie réelle, la faculté de programmation deviennent extrêmement problématiques. Et donc la question, c'est de savoir jusqu'à quel point on peut intégrer cette exigence de démocratie très radicale tout en gardant un minimum d'efficience. Alors je pense qu'en fait, une des forces de la capability approach par rapport à cette culture politique, ce qui fait son attraction, c'est d'être à la fois une théorie de la justice et une théorie de la démocratie. Il y a sur le marché des idées des théories qui sont rien que de la justice. Il y en a beaucoup, notamment Rawls, par exemple. Rawls ne nous apprend pas grand-chose sur l'organisation du pouvoir. Il nous apprend beaucoup de choses sur la justice, mais pas beaucoup sur la démocratie, sur la distribution du pouvoir en démocratie. Ou bien vous prenez Habermas, qui a été très important, bien entendu, dans les années 80, 90. Il nous apprend beaucoup sur la démocratie délibérative, mais il nous apprend pratiquement rien sur ce qu'est la justice. L'intérêt de la théorie de Sen, c'est d'articuler une théorie de la justice avec une théorie de la démocratie. Alors je voudrais justement reprendre les 3 points que j'ai mentionnés comme nouvelle question des mouvements sociaux, maintenant en disant quelques mots. Stéphane, tu me dis si je suis trop long. En disant quelques mots sur l'apport des capacités sur ces 3 points. Alors, première question. Les individus dans la capability approach. Alors, je pense que tout le monde est d'accord que l'individu chez Sen est le point de départ, c'est son côté libéral, comme on dit. C'est la pointe de libéralisme qu'il y a chez Amartya Sen. Au fond, le focus est bien mis sur l'égalité des individus, pas des groupes. Ultimement, c'est les individus qui doivent être égaux, pas les groupes. Pourquoi ? Parce que Sen a parfaitement intériorisé l'idée que si on s'en tenait à l'égalité des groupes, on n'analyse pas les relations de pouvoir à l'intérieur des groupes. Maintenant, la question, c'est de savoir si
fond, ce focus sur l'individu fait de l'approche par les capacités seulement un individualisme méthodologique. Alors, je pense que, et j'emprunte cette idée à Ingrid Robbens, qui a parfaitement clarifié la question, me semble-t-il, il n'y a pas d'individualisme méthodologique chez Amartya Sen. Et c'est bien là qu'il se distingue, quand même fortement, du cadre théorique néoclassique, économique. Il n'y a pas d'individualisme méthodologique. En revanche, il y a un individualisme éthique. Ce qui est souligné, c'est que c'est l'individu qui doit être valorisé ultimement, qui doit être égalisé. Donc il y a un commitment moral pour la promotion de l'individu, mais cela laisse ouvert, et cela est compatible avec des théories sociales qui ne sont pas fondées sur l'individualisme méthodologique. Par exemple, des théories sur la structuration du pouvoir social, de la domination sociale, qui reconnaît pleinement l'existence d'entités collectives, d'institutions, de structures. Alors, vous pouvez varier selon les schèmes sociologiques qui limitent cette liberté. Donc nous sommes devant une théorie qui, en fait, accepte la primauté de l'individu sur le plan éthique, et je pense que ça fait partie de la nouvelle culture des mouvements sociaux, mais qui met en évidence, est susceptible de mettre en évidence des limitations collectives, sociales, des structures de domination qui limitent les choix individuels. Deuxièmement, la vraie question difficile est la suivante. Comment est-ce qu'on connaît les préférences des individus et les intérêts réels des individus? Et sur ce plan, en fait, le néolibéralisme, ou le libéralisme, ou l'économie néoclassique a une réponse assez simple. C'est de dire il faut tenir compte des préférences des individus. Et seulement des préférences des individus, sans poser la question d'où viennent ces préférences. Elles sont supposées, comme on dit en économie, exogènes. Elles sont données. Bon, il y en a qui préfèrent les pommes et d'autres les poires. Il y en a qui sont hétérosexuels et d'autres homosexuels, etc. On ne se pose pas la question de l'origine des préférences et on se limite à l'expression des préférences. Il y a des théories différentes à ce sujet au niveau de l'expression, de savoir si elles sont exprimées comme telles ou elles sont révélées par les choix des consommateurs. Il y a chez Sen, c'est ça l'apport, à mon avis, sur cette question, tout en maintenant un individualisme éthique, il y a chez Sen une critique de la préférence subjective pour la construction de l'intérêt individuel. Il y a des préférences subjectives, bien sûr. Donc les mesures subjectives de l'intérêt sont, dans une certaine mesure, valables. Vous demandez, pour savoir ce que les gens veulent individuellement, il vaut mieux le leur demander. Donc la parole est prise en compte. Mais la parole n'est pas sacralisée. C'est pas le micro-trottoir permanent de la science sociale. Il y a des paroles, et deuxièmement, il y a deux compléments. Deuxièmement, les préférences sont susceptibles d'être délibérées, d'être discutées. Donc les mesures des préférences et de la réalisation du désir ne tiennent pas compte en fait des raisons qu'on a de préférer quelque chose. Et c'est ça qui est important. Il faut donner tout son poids dans la définition que Ingrid vient de rappeler, tout son poids, à la notion de raison. Les valeurs que les individus ont des raisons de préférer.
Avoir des raisons, ça suppose s'engager dans une délibération publique, dans un débat. Et donc, ce n'est pas le micro-trottoir, parce que le propre du micro-trottoir, c'est qu'il n'y a jamais de débat. C'est comme dans les... quand on vous demande vos préférences, de mettre des croix sur un questionnaire, justement, il n'y a pas de délibération sur les préférences. Et ce n'est pas ça, préférer quelque chose. Première chose. Deuxième chose, ce n'est pas parce que nous disons qu'il faut non seulement tenir compte des préférences subjectives exprimées, engager ces préférences dans des délibérations, que troisièmement, les mesures objectives n'ont pas de valeur. Il y a des mesures objectives de situation. Notamment, nous connaissons bien, parce qu'on a tous... 5 minutes, d'accord. On a tous lu Marx, on connaît bien la critique des préférences adaptatives. Qui, au fond, les préférences adaptatives, ce sont les ajustements que l'on fait en tenant compte de sa situation sur ses propres préférences. Et cela ne peut être révélé qu'en tenant compte de la situation objective dans laquelle nous nous trouvons. Donc, la construction de l'individu suppose simultanément 3 choses. Vous voyez que ce n'est pas un individualisme simple. Qu'on accepte de rentrer dans la révélation des préférences subjectives, deuxièmement dans des délibérations publiques, et troisièmement dans des mesures objectives qui sont fournies d'habitude par des experts qui sont capables d'objectiver des situations. Deuxième point, la pluralisation. Je vais aller plus vite sur cette question. La pluralisation est au cœur de l'approche par les capacités d'Amartya Sen. Au fond, Sen part de l'idée que le self, le moi, est multiple, qu'il a de multiples finalités, que la hiérarchie de ces finalités n'est pas donnée. Nous sommes intéressés, bien sûr, à gagner notre vie, à avoir des conditions matérielles d'existence correctes, mais pas seulement. Nous sommes intéressés à développer des amitiés, nous sommes intéressés à mener une vie de famille, à avoir une vie sexuelle, nous sommes intéressés à nous réaliser sur le plan de la vie associative. Donc il y a de multiples finalités. Et dans cette mesure, si vous voulez, il y a de multiples inégalités. À partir du moment où on tient compte de multiples finalités, on doit admettre aussi qu'il y a de multiples inégalités dans les différents champs. Et très souvent, comme chacun le sait, désormais, c'est un des points forts, je pense, des réflexions féministes aujourd'hui, il y a des intersections. Des intersections entre une situation de femme qui veut se réaliser sur le plan familial et amoureux, qui est quand même sur le marché du travail, qui désire quand même obtenir une éducation. Chaque fois, vous vous trouvez devant des facteurs d'inégalité différents qui peuvent être cumulés ou non. Et donc, l'idée de la multiplicité des capacités nous amène à une pluralisation des échelles d'inégalité. J'avais prévu, mais je vais le passer maintenant, de vous dire pourquoi, d'ailleurs, ce point est très important si on veut faire le lien entre l'approche par les capacités et l'approche que l'on dit Transitional Labor Markets, qui est un autre cadre qui a été développé par nos collègues allemands sur les transitions dans la vie, transition famille-éducation, transition travail-éducation, transition travail-famille, donc parental leave, capacité de sortir du marché du travail. Qu'est-ce que ça signifie de donner au fond à chacun des possibilités de mener une vie plurielle et parfois de préférer travailler, être en famille plutôt que d'être sur le marché de l'emploi. Le leitmotiv depuis une trentaine d'années, c'est que tout le monde doit toujours être sur le marché de l'emploi, hommes comme les femmes, qu'il n'y a pas de possible, au fond, que c'est ça la vie réussie. Il y a une alternative à développer
en soulignant que le marché de l'emploi est peut-être nécessaire, peut-être utile, peut-être partie du contrat social, mais n'est en aucune façon la seule voie de réalisation de soi, et qu'il y en a d'autres. Troisièmement, capability for voice, c'est l'aspect démocratique. C'est l'aspect démocratique, c'est la construction, si vous voulez, de l'aspect démocratique. Je vous ai dit, les nouveaux mouvements sociaux mettent l'accent sur cette démocratisation, mais de nouveau, il faut être extrêmement prudent et commencer à analyser ce que veut dire être capable, en fait, de s'engager dans des choix collectifs libres et donc dans des délibérations. Je pense que la force de Sen, c'est de ne jamais construire l'idée de choix personnel sans mettre en évidence le fait que ça passe par une délibération. Et que cette délibération suppose des capacités particulières. On n'est pas capable de délibérer comme ça parce qu'on est un individu rationnel. Ça, c'est ce que suppose la théorie du choix rationnel. Au contraire, on peut justement mettre en évidence le fait que la liberté de choix suppose une capacité de délibération et notamment une capacité de s'exprimer dans un débat public qui passe par des opportunités qui existent ou qui n'existent pas et qui passe par des processus qui sont ou non contraints. Donc de rentrer dans une analyse des conditions de l'exercice effectif des délibérations. Bon, je vous propose cette idée, on peut en parler après. On a distingué dans le réseau Capright deux formes d'implication dans les délibérations démocratiques. C'est une idée que nous avons reprise à John Elster. Il y a soit le processus de délibération, où on s'engage dans un processus de discussion, libre, non fixé, non contraint, un peu ce que nous faisons ici. Nous sommes ici pour parler de la capability approach, chacun peut intervenir à partir d'arguments, de préoccupations qui sont les siennes, c'est de la délibération. Autre chose est le bargaining. Être engagé dans un processus de négociation. La négociation suppose dans ce cas-là qu'il y a des préférences qui sont connues, ou plus ou moins connues, qui sont fixes, qu'il y a un agenda. Vous savez qu'on discute toujours de l'agenda des négociations. De quoi va-t-on discuter? C'est fixé. Et aussi une base informationnelle, comme dit Sen, qui suppose que des informations soient disponibles. Lorsque, par exemple, les syndicats et le patronat se rencontrent pour discuter d'un accord interprofessionnel, ils sont dans de la négociation. On ouvre un round de négociation, il y a un agenda, il y a des informations, il y a des tableaux, il y a une certaine idée, il y a des informations sur le niveau des salaires, et les préférences, on les connaît, elles sont exprimées. Et à ce moment-là, on est dans un jeu de négociation. Autre chose est le processus de délibération, qui d'ailleurs peut se dérouler simultanément, avant ou après la négociation, où on discute de manière ouverte de ce dont on va discuter, où on discute de ce qu'est la bonne base informationnelle, et où on s'engage dans un processus de découverte. Et donc, la question, si vous voulez, au fond, la question que posent les nouveaux mouvements sociaux, c'est les institutions, je vais le dire comme ça, les institutions de négociation ne sont pas des institutions de délibération. Et pas assez. En fait, c'est la critique que ces mouvements adressent aux institutions, notamment syndicales et patronales. C'est qu'on les voit comme des instances de négociation où les préférences sont fixées, la table de négociation est délimitée, et non pas comme des lieux de délibération. Et ce qui est la tendance, c'est qu'on voit se développer dans nos sociétés de très nombreuses instances, d'où le paradoxe, parce qu'on a parfois le sentiment qu'on ne négocie plus, mais on négocie tout le temps. C'est ça le paradoxe. Donc on voit se développer des instances de bargaining sans délibération.
et on voit se développer des instances de délibération sans bargaining. C'est un peu le problème, ça a été le problème, je pense, des indignés de la place Flagey. Ils étaient dans un processus de délibération, très intéressant d'ailleurs, chacun prenait la parole, c'était très démocratique, pas de leader, mais en même temps, rien à négocier, pas d'enjeu. Et inversement, vous avez beaucoup d'instances de négociation, c'est le cas de l'Europe aujourd'hui, du Conseil européen, vous avez du bargaining permanent et pas de délibération sur les finalités, pas d'ouverture de la base informationnelle. Et donc le problème aujourd'hui, c'est de reconnecter dans les capacités les instances de délibération et les instances de négociation. Voilà, je m'en tiendrai à ça. Donc je résume. Nouveaux mouvements sociaux, nouvelle culture, culture de la subjectivité, qui est traversée par des intuitions de justice très fortes, démocratie radicale, individualisation, pluralisation, sortie de l'économisme, et la capability approach peut être un des référents experts. Mais bien sûr, seulement un de ceux-ci, il y en a d'autres, ça ne couvre pas tous les problèmes, qui permet quand même d'éviter certains pitfalls, certains dangers. Par exemple, de tomber dans l'individualisme néolibéral à travers une construction adéquate de la notion de préférence individuelle. D'éviter également des formes de valorisation de la délibération pour elle-même au détriment du bargaining, ce qui est un peu la tendance de Habermas, il faut bien le dire. Je vous explique sans cesse qu'il faut délibérer, mais il y a bien un moment donné où on doit négocier sur des ressources. Bien, voilà, je termine ici. Merci.